Bonjour, rebonjour. Poursuivons la discussion, le décryptage, l'analyse de ce qui s'est passé hier aux États-Unis, cet assassinat politique, au fond, puisque la motivation, en tout cas, l'enquête commence, mais il y a une forte suspicion d'une motivation politique. Pourquoi ? Parce que cet influenceur, Charlie Kirk, était peut-être l'un des plus radicaux du mouvement MAGA. Écoutez par exemple ce qu'il disait en août dernier. Charlie Kirk. La bataille spirituelle arrive en Occident et les ennemis sont le wokisme ou le marxisme associé à l'islamisme. Je ne veux pas que mes enfants apprennent à l'école toutes ces absurdités sur les lesbiennes, les gays et les transgenres. Je veux aussi qu'ils n'aient pas à entendre l'appel à la prière musulmane 5 fois par jour. C'est important. Voilà. Il faut bien sûr que les opinions, même les plus radicales, puissent s'exprimer dans le débat politique démocratique. Le fait que quelqu'un ait voulu répondre à cela par un assassinat n'est évidemment pas la solution, la réponse. Est-ce que vous considérez les unes les autres qu'il s'agit là d'un mal traditionnel américain ? C'est quelque chose qui est inscrit un peu dans la démocratie américaine, des moments de violence qui s'expriment, ou bien est-ce qu'au contraire, nous assistons à un phénomène peut-être plus large, qui concerne toutes nos démocraties. Nous devons, nous aussi, nous en préserver. Qui a envie de commencer ? Magali, on vous a peut-être déjà entendu juste avant la pause. Sibeth, allez-y. D'abord, il faut rappeler que le meurtre politique s'inscrit dans une longue histoire, malheureusement, aux États-Unis, qui remonte au 19e siècle. Le premier président américain de mémoire à être abattu, assassiné, c'est Abraham Lincoln. Tout à fait. Si je ne m'abuse. 1865. Exactement. Ils en ont eu d'autres, malheureusement. Et le meurtre politique ne s'arrête pas exclusivement au président américain. Oui. Martin Luther King, Malcolm X, Robert Kennedy, le frère, exactement. Donc il y a un contexte historique qui reste quand même, qui ne reste pas. Le sens du débat politique connaît des pics qui vont se traduire par parfois des déséquilibrés dans l'histoire américaine, parfois des militants politiques de l'autre bord que la personne qui est malheureusement assassinée, qui vont commettre ces actes qui, dans une démocratie, sont évidemment inacceptables. Ce qu'on doit aussi noter, c'est que ça n'est plus qu'un problème américain. Ah oui. Que partout dans le monde, et en particulier dans les démocraties occidentales, qui sont en proie à des déchirements intenses, à l'émergence de populisme, d'extrémisme, on voit que ce type de violences politiques vont se développer. Ici, en France, on est évidemment loin de la situation américaine. Mais néanmoins, j'ai des souvenirs de campagne aux côtés d'Emmanuel Macron en 2017 où il reçoit un œuf au moment du Salon de l'Agriculture. C'est un œuf, me direz-vous, c'est pas très grave. Non, mais ça aurait été un objet plus gros, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Non, mais on se souvient surtout, Sibeth, du Puy-en-Velay. Bien sûr. Au moment des Gilets jaunes. Le Puy-en-Velay, la voiture du président de la République qui est encerclée. Pour vous dire la vérité, c'est la seule et unique fois de tout le temps que j'ai passé et à la présidence de la République et aux côtés d'Emmanuel Macron, où j'ai vu ce qu'on appelle le groupement de sécurité du président de la République être en mode... comment dire Alerte rouge. Alerte rouge. Et ça a marqué. Je les ai vus. Il y a un protocole avec des voitures suiveuses qui précèdent, etc. Je les ai vus sortir de la voiture, sécuriser la voiture du président de la République et chercher les armes longues à l'intérieur du véhicule. C'est la première fois et la seule et unique fois où ça m'est arrivé. Ça témoigne quand même du fait que on a cette violence politique. Et je termine d'un mot en disant que nos responsables politiques en sont aussi eux-mêmes responsables. Que voulez-vous dire ? Parce que quand vous avez une Assemblée nationale où l'invective tient lieu de débat politique, d'un côté, quand vous avez des outrances permanentes, perpétuelles, qu'est-ce que ça fait ? Ça échauffe les esprits, sur des esprits parfois un peu faibles, sur des esprits qui peuvent être manipulables, sans que forcément il y ait une intentionnalité dans cette manipulation. Ça apporte des débouchés à l'expression de la violence. Donc moi j'appelle aussi les responsables politiques à mesurer leurs paroles. C'est pas parce que je suis de centre-gauche que je pense qu'il faut la tempérance en tout. On peut avoir de la radicalité dans ses idées, on peut l'exprimer, mais chauffer la société à blanc en permanence, ça peut apporter, ça peut amener à des dérives telles que celles qu'on a connues aux États-Unis. Attention, parce que quand on dit cela, et on parle de cet assassinat de Charlie Kirk,
la victime ne peut jamais être responsable jamais. de l'acte de violence dont elle a été victime. Donc là, c'est pas parce qu'il a tenu de tels propos de mon point de vue, cet assassinat se justifie. Certainement pas. Pour moi, c'est une histoire de climat général. Ouais, c'est ça. Voilà. Quand en permanence vous démontrez, alors que vous êtes empreint d'une responsabilité, quand vous êtes député, quand vous êtes parlementaire, quand vous êtes responsable politique, quand vous montrez à la population, à vos concitoyens, qu'en fait le dialogue et le débat, ça n'existe pas comme on est en train de l'avoir aujourd'hui autour de ce plateau, mais qu'il n'y a que l'invective, le hurlement, la prise à partie, la caricature permanente de la position de l'autre, vous créez un climat de violence. Bon. Un climat. Elisabeth. C'est vrai qu'au moment des Gilets jaunes, on a mesuré en France, il y a eu des études, etc., à quel point le passage à l'acte, à la violence, pouvait être légitimé par certains discours et par certains mouvements. Moi, Charlie Kirk, je l'ai découvert. Oui. Je ne le connaissais pas. Oui. J'ai lu ce matin qu'un conservateur avait dit au moment de la victoire de Trump, Trump a gagné, aurait-il gagné sans Charlie ? Je ne sais pas. Ça dit quand même, c'est plus que de l'influence. C'était un acteur décisif pour la victoire de Trump. Ce type était l'alpha et l'oméga de la jeunesse qui a guidé, qui a porté Trump au pouvoir. Et ce matin, ou plutôt hier sur Fox, je crois, un animateur a dit « Nous allons venger la mort de Charlie », il a dit. Donc, le risque de l'engrenage. Évidemment qu'il y a la culture de la violence aux États-Unis, c'est l'histoire des pionniers, ce sont les westerns, c'est très différent de nous. Mais c'est vrai que Trump aussi exerce une violence, une politique de la violence. Le passage en force, il légitime lui aussi au sommet de l'État le recours à la force. Alors pas face à Poutine, on va en reparler. Non mais le contraste est saisissant. Vous voulez dire fort avec les faibles, faible avec les forts, c'est ça ? Plusieurs minutes à pleurer Charlie et c'est pas fini. Il va y avoir des drapeaux en berne, peut-être un deuil national. Ce type était considérablement influent, encore une fois, pour les Trumpistes. Et il a passé un tweet sur la Pologne agressée par Poutine. C'est ça aussi... l'Amérique d'aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que nous allons venger la mort de Charlie. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'Amérique aujourd'hui, où le face-à-face est... Donc ça, c'était un animateur de Fox News hier soir. Un ami de Trump et animateur de Fox News. Qui dit « nous allons venger ». Et vous pointez, Elisabeth, vous nous emmenez sur ce risque qui est celui de l'engrenage. C'est-à-dire, à un moment donné, quand la violence s'installe, et au fond, Sibeth le disait, quand la violence vient remplacer le débat politique, on ne sait pas où cela peut s'arrêter. Catherine, vous avez un mot là-dessus ? Oui, on assiste à une extrême banalisation finalement de la violence. Évidemment, sans redire ce qui a été dit, il y a une histoire de la violence politique aux États-Unis. Il y a aussi une législation autour des armes à feu qui permet une certaine violence, mais on voit aussi effectivement que la violence des propos tenus par notamment le camp Donald Trump exacerbe une forme de violence et on assiste à des réponses évidemment que l'on condamne ce matin, mais face à de tels propos, quand je vois le parallèle entre l'Holocauste et l'avortement, évidemment que ça polarise ensuite, que ça exacerbe les tensions, que c'est une politique du bouc émissaire qui est menée aux États-Unis, notamment par le clan Trump, et qui favorise l'émergence de violences de ce type. D'ailleurs, ça a eu lieu sur un campus américain. Figurez-vous qu'il y a des études qui montrent qu'aujourd'hui, également, la violence prend de plus en plus de place dans les campus américains. Par exemple, il y a un étudiant sur 3 qui estime que user de la violence pour faire taire un orateur, que cautionne cet usage de la violence pour faire taire un orateur. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a une institutionnalisation de la violence aux États-Unis. Magali. Alors moi j'ai vu Charlie Kirk à l'œuvre, c'était aux conventions, notamment conventions républicaines. Et alors c'est quelqu'un qui aimait la confrontation plus que tout. C'est-à-dire qu'en fait il commençait, il prenait à partie des jeunes et il leur disait mais prouvez-moi que j'ai tort. Et donc commençait une espèce de confrontation verbale et c'est ce qu'il aimait. Mais ça pouvait être un débat contradictoire. C'est pas inintéressant comme débat. Mais c'était c'était pour attiser l'excès. Alors il voulait choquer aussi. Tout était évidemment filmé. Il a des millions de followers sur TikTok. Ses podcasts faisaient énormément d'argent d'ailleurs.
carton. Oui, c'est un vrai business qu'il avait monté. Et là, en fait, il était parti dans toute une tournée sur les campus américains où justement il venait à la rencontre des étudiants. Alors là, on est dans l'Utah, mais justement pour essayer de faire le plaidoyer aussi du bilan de Donald Trump. On le voit en train de, là, sur ces images, signer toutes ces casquettes MAGA. C'était quelqu'un d'extrêmement important pour le clan Trump, justement pour arriver à fédérer cette jeunesse ultra-conservatrice. Et puis, c'est lui qui les a poussés dans les urnes lors de l'élection. Donc, c'est vraiment dans la galaxie MAGA, c'est quelqu'un qui était extrêmement important. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui, il va y avoir une place laissée vide, parce que vraiment, il arrivait à haranguer les foules. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de charisme aussi. Alors, et ses propos, évidemment, choquaient, mais c'était son fond de commerce. Choquait certains, alors que d'autres y adhéraient pleinement. Absolument. Mais c'est vrai qu'en plus, aux États-Unis, la différence aussi, c'est qu'il y a cette liberté d'expression qui est sacralisée, qui est dans la Constitution, avec plus d'armes en circulation que de nombre d'habitants. Donc évidemment, dans ces débats qui sont quand même extrêmement polarisés, Charlie Kirk était extrêmement connu, était une image. 7 millions d'abonnés sur Instagram. Et puisqu'on parle de TikTok, moi je découvre tout ça, mais j'ai été passionnée par le fait qu'il a monnayé son soutien à TikTok qui était menacé d'interdiction aux États-Unis contre l'obtention du principe de liberté d'expression absolue. Voilà. Et il a fait plier. Donc c'est quand même fou. Fait plier Trump, vous voulez dire? Bah oui, TikTok a été interdit aux États-Unis et il a obtenu que se déverse la liberté d'expression sans aucune modération, puisqu'on parle de TikTok aujourd'hui. En France, voilà la puissance quand même de Charlie Kirk, l'ancienne puissance. Nous constatons une polarisation. Sibeth nous en parlait, Magali, vous nous donniez la narration précise de ce qui se passe aux États-Unis avec ces influenceurs-là dans le mouvement MAGA. Polarisation de nos débats politiques, dans nos démocraties, on le constate un peu partout, c'est pas que aux États-Unis. Question à toutes, comment remettre de la raison? Comment remettre de l'apaisement? Non mais, Elisabeth, ça vous fait sourire quand je suis naïf. Parce que mais c'est vrai que c'est la question qui nous préoccupe, parce que si nous n'y parvenons pas, alors nous allons droit dans le mur. Comment remettre de la raison, de l'apaisement? Par la défense, par la défense absolue des principes. J'entendais Alain Juppé ce matin, qui par exemple, en tant que membre du Conseil constitutionnel, ancien Premier ministre, rappelait la valeur de la justice au Conseil constitutionnel, qui s'oppose parfois aux politiques, qui s'oppose parfois à l'opinion, et qui est l'arbitre suprême, alors que certains veulent, vous le savez, affaiblir, rendre finalement Conseil constitutionnel comme une chambre de consultation, mais pas décisionnelle. Remettre la raison, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est le vertige de l'époque. Oui, c'est le vertige de l'époque. Voilà, c'est le vertige. Comment la raison peut-elle à nouveau prévaloir dans un monde où effectivement les opinions sont polarisées, où les algorithmes, par exemple les algorithmes aujourd'hui sur X font remonter très haut la vidéo de l'assassinat bien sûr. de Kirk. Oui, et tout ça contribue évidemment à mettre à bas la modération nécessaire dans une démocratie. Pour fermer cette page de discussion, cela m'est revenu. Vous vous souvenez, Magali, j'en suis sûr, du discours historique d'Abraham Lincoln. La maison divisée. Alors, à l'époque, Abraham Lincoln, qu'on voit ici en gravure, à l'époque, il n'est pas encore président des États-Unis. Et il prononce ce discours dans le cadre si ma mémoire est bonne, d'une campagne électorale pour être gouverneur de l'Illinois. Bon, les amis, vous vérifiez tout de suite, parce que je vous dis ça de tête. Alors, si jamais c'est pas une campagne de gouverneur mais de sénateur, vous m'envoyez des tweets pour me corriger, d'accord? Bon. Et il dit, droit à l'erreur. Nous sommes dans une maison divisée. Et 2 ans plus tard, commence la guerre de sécession. Voilà. Et je voulais vous proposer ce dézoom historique, parce que je crois que nous n'exagérons pas lorsque nous disons que face à cette polarisation, cette brutalisation
des débats politiques. Le risque, au bout d'un moment, c'est, comme le disait Gérard Collomb si bête lorsqu'il a quitté le ministère de l'Intérieur, que nous cessions de vivre côte à côte pour vivre face à face. Et ça, il faut, à mon sens, le pointer et peut-être, effectivement, si des responsables politiques peuvent davantage porter la nécessité de discuter calmement, de trancher nos désaccords par la voie démocratique, peut-être que nous nous en porterons mieux.